Chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV, c'est avec un immense plaisir que je vous reçois pour ce 4e épisode de l'islam d'hier et d'aujourd'hui. L'islam d'hier et d'aujourd'hui parle de la civilisation musulmane, des cultes musulmans, de la culture musulmane. Bref, il nous parle de ce qu'était l'islam il y a 14 siècles, comme il nous parle aussi de ce qu'est devenu l'islam aujourd'hui. Et pour cet épisode, c'est avec un immense plaisir que j'ai l'honneur de recevoir un historien de l'islam de France qui a récemment écrit un livre, c'est une 3e édition d'un gros pavé sur l'islam, les musulmans, la France et ses musulmans, un siècle de politique musulmane, 1895-2005. Mais en fait, c'est 2022, on peut dire, puisqu'il a été actualisé. Donc, je le laisse se présenter, Monsieur Sadr Selam, qui est avec nous. Merci de l'invitation. Mon livre va dans le sens de l'intitulé de votre émission, hier et aujourd'hui, parce que je considère que pour comprendre nos problèmes d'aujourd'hui, on a besoin de se conformer au verset du Coran qui dit « Qul siru fil ardi wanzuru kayfa kana aqibat alladhina min qablikum » C'est une invitation coranique à étudier la géographie, « Siru fil ard wanzuru kayfa kana aqibat alladhina min qablikum » Et donc, ça renvoie au prestige des études historiques, donc dans la tradition islamique, qui est symbolisée par des dizaines d'auteurs, dont Ibn Khaldoun, qui commence la Muqaddima en disant « Wa'alam anna at-ta'rikha huwa al-'ilmu alladhi tushaddu ilayhi ar-rihalu » Et puis Miskawi, qui a écrit « Tajarib al-Umam », le titre lui-même est stimulant. Oui, bien sûr, les expériences des nations. Et un des mots du titre de Ibn Khaldoun, c'est l'Ibar, Kitab al-Ibar. Donc l'étude de l'histoire est intéressante si on arrive à en tirer des enseignements pour éclairer aujourd'hui. Donc ça permet de comprendre l'événement avec la sérénité que donne le recul des études historiques, d'où l'intérêt de la citation de Tibor Ment que j'ai mise à la première page. Et il dit que l'actualité, c'est des sujets parfois passionnés ou manque de recul. Le meilleur moyen de se prémunir contre les passions déformantes, c'est la perspective historique. Absolument. Donc, c'est pour cette raison que nous avons l'honneur de t'avoir avec nous. C'est pour nous mettre l'actualité de l'islam d'aujourd'hui, l'islam de France d'aujourd'hui, dans sa perspective. Mais avant cela, il me semble, si ma mémoire est bonne, tu as écrit un livre, Être musulman aujourd'hui, qui a suivi l'islam et les musulmans. Alors, ces deux livres, l'un dans l'autre, qui remontent à quelle année déjà ? Être musulman aujourd'hui, c'est 1989. Oui. C'est un livre de commande d'une maison catholique qui avait une collection ouverte aux autres religions. Et donc, ils ont eu beaucoup d'auteurs juifs qui ont été publiés, même qui étaient à Jérusalem. Et ils avaient du mal à trouver des musulmans. Et ils m'ont dit, on est prêt à publier 10 musulmans. J'ai dit, 10, c'est très difficile à trouver. Mais moi, je vais donner l'exemple. Oui. Je leur ai donné ce livre qui n'a pas le support d'érudition et de renvoi. C'est destiné au grand public, mais qui mérite d'être actualisé. Et c'est en pensant à le même auteur, le même éditeur, m'a consulté quand il a eu le premier manuscrit de Tariq Ramadan. Il m'a dit, on aimerait ton point de vue, c'est un gros pavé, il y a des noms qu'on ne connaît pas. J'ai dit, avant de lire, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Je souhaite qu'il y ait un jour 10 jeunes musulmans qui écrivent correctement. On en est malheureusement, 25 ans après, on en est
peut-être, je dirais qu'aujourd'hui, il est possible de trouver 10 musulmans, je dirais confessants, pratiquants, et qui sont aussi des juridis, qui sont capables d'écrire. C'est pour dire que moi, j'ai approuvé Très bien. le livre de Tariq Ramadan sans l'avoir lu. Sans l'avoir lu. Donc, j'ai dit, ça fait partie des jeunes qui manquaient en 89. D'accord. Donc, comme quoi, à l'époque déjà, tu encourageais que des jeunes musulmans francophones qui ont des capacités, des compétences, puissent écrire. Ton livre, Sadr Selam, remonte à un siècle de politique musulmane. Un siècle de politique musulmane, disons, aujourd'hui, quels sont le résultat ou les résultats de cette politique musulmane? Commençons, disons, par les points positifs de cette politique musulmane, si je puis dire. Quels seraient ces points positifs? Alors, pour dire que l'islam mérite une politique musulmane républicaine qui soit en rupture avec les politiques musulmanes coloniales, qui sont la négation de la laïcité républicaine, j'ai consacré la première moitié du livre à démontrer que les musulmans méritent la laïcité républicaine. Parce que quand ils étaient des sujets, tous les hauts fonctionnaires considéraient que les sujets musulmans ne méritaient pas la laïcité, qui est un bien précieux pour eux. D'accord. Oui. Et donc je suis remonté, contrairement à la tranche chronologique là, qui commence en 1895, je suis remonté au XVIIe siècle pour rappeler le nombre très important de morisques musulmans. À l'époque d'Henri IV. C'est Henri IV qui les a reçus, parce que l'Inquisition espagnole est sommée de choisir entre le baptême et le bateau. Ceux qui ont choisi le bateau, on n'a pas eu de leurs nouvelles, et on s'est aperçu qu'ils étaient noyés en haute mer par la marine de Philippe III ou II. Et donc, dans un premier temps, ils ont demandé l'autorisation à Henri IV d'embarquer à partir du port du Languedoc-Roussillon. Il y avait 7 à l'époque, Cap d'Agde, Port-Vendre après. Et puis, ils ont vu que la vie était agréable en France, qu'il y avait un roi tolérant. Dans un deuxième temps, ils ont eu l'autorisation de s'établir en France. Et certains auteurs évaluent à 150 000. 150 000. Ceux qui sont venus, qui étaient très instruits, qui ont introduit au moins 2 métiers en France, la céramique et la culture du verre à soie. Donc, disons, au XVIIe siècle, cette arrivée plus ou moins massive à 150 000... il n'y avait même pas 20 millions d'habitants en France à l'époque. Voilà. Donc ça fait une forte proportion d'étrangers. Mais ça mérite d'être rappelé pour aujourd'hui, pour les gens qui sont impatients et qui réclament l'assimilation totale tout de suite. L'exemple des morisques leur montre qu'avec un peu de patience, on peut obtenir les mêmes résultats, mais il faut donner le temps aux musulmans de souffler un peu. Oui. Oui. Parce qu'ils étaient reconnaissables pendant des générations comme musulmans, et puis ils ont fini par avoir une immersion dans la société française qui avait la capacité d'absorber cet apport de gens cultivés, riches, et qui, eux, de leur côté, appréciaient la tolérance. Il y avait une exception française par rapport à toute l'Europe dans les relations avec l'islam. Donc, cet épisode, c'est le tournant. Oui. Moi, j'étudie pas à Charlemagne ou l'émirat de Narbonne, puisque les musulmans sont venus armés. Oui. Des conquérants, il faut bien. Tout à fait. Moi, j'étudie les musulmans autorisés par les pouvoirs à s'installer en France. En tant que citoyen, en tant que personne habitante venant s'établir et habiter. Oui. Et donc, d'abord, ça rappelle l'ancienneté parce que les polémistes qu'on entend tous les soirs, ils nous présentent les musulmans comme des primo-arrivants qui viennent de débarquer, et on les considère comme un corps étranger à la société française. Non. Il y a une grande ancienneté de la présence musulmane en France. Tout à fait. Donc, XVIIe siècle, donc déjà un
importante population musulmane s'établit en France. Ensuite, disons, il s'est écoulé un temps assez important. On arrive à 1895, la date que tu as mis comme début de cette politique musulmane. Qu'est-ce qui s'est passé en 1895? Il y a 3 événements. D'abord, la création du comité pour une mosquée à Paris. D'accord. Déjà en 1895, oui. Un comité pour la construction d'une mosquée à Paris. Oui. Dès l'annonce de la création de ce comité, le calife ottoman, le sultan Abdelhamid, a envoyé un chèque de 500 000 francs au président Félix Faure pour encourager. Il y en a des traces Absolument. sur ça. Je croyais être le seul, mais j'ai vu un autre livre. Moi, j'ai lu « Chèque envoyé au président de la République ». Je ne connaissais pas le nom. Oui. Il y a une autre source qui dit « le président Félix Faure ». D'accord. Donc vous êtes 2 auteurs à avoir travaillé sur les Moi, j'ai trouvé ça archives. dans la Revue de l'Islam. D'accord. La Revue de l'Islam créée en 1895. D'accord. Et qui a publié de textes extraordinaires qui restent d'actualité jusqu'en 1908. Gaston Dujaric, 8 ans avec des moyens personnels, il a pu publier des textes pour dire la leçon qui reste pour aujourd'hui, on peut multiplier par 100 les budgets pour la recherche sur les musulmans. D'accord. Ça n'aura pas le même effet que le financement de musulmans pour qu'ils s'instruisent, pour avoir une élite musulmane et pour améliorer les relations de la France avec ces musulmans. Ils pensaient surtout à l'Algérie, d'où la formule « les mœurs algériennes de la France », c'est-à-dire l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, qui était en violation de la laïcité. Ensuite, il y avait le carré musulman du Père-Lachaise. Donc le carré musulman du cimetière Père-Lachaise a été fondé en 1895. C'est ça. D'accord. Et troisièmement, il y avait un projet de médersa à Paris, c'est-à-dire calqué sur le modèle des 3 médersas officiels, Constantine, Tlemcen, Une grande école, quoi. Oui, plus ou moins, avec une appellation traditionnelle, mais dans le sens d'une école de formation. Une école bilingue, oui, on appelait Institut d'études supérieures islamiques. D'accord. Et donc on a un lieu de prière, un lieu d'inhumation, un lieu d'étude. Oui. Quand ces 3 revendications sont acceptées, la religion et ses adeptes ont l'impression d'être acceptés. Absolument, oui. Absolument, absolument. Et donc 3 points, ces 3 facteurs-là, ces 3 éléments-là, ils se sont concrétisés tous les 3 Non, la mosquée, il a fallu 30 ans. D'accord, la mosquée, on le sait. Oui. Il a fallu 30 ans pour qu'elle soit construite. Le carré musulman, il existe toujours, mais après, on a eu des progrès. On a un ministre, début des années 90, la circulaire au préfet pour faciliter l'ouverture des carrés musulmans dans les cimetières communaux, parce qu'il y avait une sorte de préférence nationale. Il fallait avoir la nationalité française pour être enterré en France. D'accord. La circulaire de 90 a supprimé cette clause. C'est le droit au sous-sol. D'accord, le droit au sous-sol. Très bien. Mais les médersa, on attend toujours. Les médersa, on attend toujours, justement. Oui. On y reviendra sur les autres aspects, justement. Médersa, qui dit médersa, dit formation. Souvent, c'est Sadr Selam, et tu le sais, mieux que moi, toi qui travailles sur ce sujet depuis longtemps. Je me souviens, moi, en 2005, quand il y avait l'idée d'un institut de formation des imams. Moi, ce qui m'est parvenu comme information, je suis acteur du terrain et associatif et imam aussi, que les musulmans entre eux, ils se querellaient. Il y avait des querelles, l'UOIF voulait que ce soit elle, puisqu'ils avaient Château-Chinon, ils disaient nous sommes les plus aptes à former les imams. La mosquée de Paris disent nous avons notre institut, c'est nous qui sommes les plus compétents pour former les imams. Il y avait même une association, comment on appelle ça, Cheikh Daou Meskin avec son truc. C'était le plus qualifié. Le plus qualifié en tant que personne. C'était un spécialiste personne. du hadith. Non, voilà. Il avait une école. Absolument. Il avait 1000 élèves.
Absolument. Il avait, et donc, de son côté, il y avait même quelqu'un, l'Institut français de la pensée islamique, qui s'est mêlé aussi, voilà, sans citer des noms, et qui s'est mêlé aussi. Finalement, le projet a échu dans les bras de la Cato. On nous dit ça. Donc, toi, Si Sadr Selam, bien entendu, on est là, nous, pour parler un langage académique vrai, mais aussi franc. Est-ce que les musulmans n'ont pas leur part de responsabilité? Quand on parle politique musulmane de la France, on parle que la France, et les musulmans, sur cet exemple, par exemple, ou bien l'exemple de la formation des aumôniers, qui est aussi importante. Tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Mais bien sûr, ces problèmes-là sont en suspens depuis Ismaël Urbain. Ismaël Urbain, c'est un interprète militaire converti à l'islam en 1835 en Égypte, et puis qui est venu en Algérie. Donc je viens de publier un recueil de textes avec une longue préface qui explique que ce serpent de mer de l'organisation de l'islam remonte à peu près en 1840. Pourquoi? 1840. Oui, parce qu'Ismaël Urbain était saint-simonien. Il était très proche d'un banquier juif saint-simonien comme lui, qui s'appelait Deshtal. Le début de la conquête de l'Algérie a été marqué par une crise entre le Vatican et le gallicanisme français. Le Quai d'Orsay voulait que l'Église catholique demande des autorisations pour envoyer des prêtres et des missionnaires. L'Église disait non. Le Concordat de 1801 a été signé quand la France n'était pas en Algérie. Et donc, il n'y a aucune raison pour l'appliquer. Mais le gallicanisme du ministre des Affaires étrangères de Broglie, de l'époque, qui était d'origine italienne, il a imposé le Concordat à l'Algérie et à l'islam. Donc, parenthèse, pourquoi le Concordat, quand il n'était pas applicable, l'État français l'a imposé en Algérie et à l'islam, et à Strasbourg, aujourd'hui, on ne veut pas l'appliquer. On l'applique aux morts, on l'applique pour le cimetière. D'accord. Le cimetière confessionnel n'est permis qu'en zone concordataire. Or, il y a une douzaine d'années, on a ouvert un cimetière musulman. Entièrement musulman. Oui, mais quand on veut une faculté de théologie musulmane, on nous rappelle la formule de Jox, le concordat est un résidu de l'histoire qui ne saurait être appliqué à l'islam. Là aussi, pour rejoindre ma question initiale. Oui, je vais revenir à... Là, c'est juste la responsabilité de l'État français. Et là, non, l'État français, quand est-ce qu'il a raison? En 1838 ou aujourd'hui? C'est le même État. D'accord. L'État français a le mérite de la continuité. C'est un État millénaire. Il y a eu des crises, des guerres de religion, mais l'État reste le... Donc il y a une continuité. Oui, mais moi j'aimerais bien... une continuité avec une incohérence. Avec une incohérence. Il y a une autre incohérence. C'est celle quand on a disqualifié le sultan du Maroc en 1953 par des théologiens de service qui disent qu'il n'est plus légitime parce que sa fille ne porte pas le voile. C'est la République française, laïque, la 4e République, qui considérait que le voile était obligatoire pour être bon musulman. Et la même République qui vote des lois anti-voile. Alors, à quel moment cette République a raison? D'accord. Donc, d'où l'utilité de revenir à l'histoire et pour un débat civique, républicain, d'abord entre musulmans. La revisitation de cette histoire nous donne des arguments pour débattre nos problèmes d'aujourd'hui. Alors, je reviens. Quand Deshtal a écrit à Ismaël Urbain en 1839 ou 40 pour lui demander d'user de son influence pour créer un consistoire juif en Algérie. Ça a été fait dans des délais très raisonnables. D'ailleurs, on l'appelait le consistoire juif de France et d'Algérie, jusqu'en 62. Après, Urbain a dit, mais pourquoi ne pas faire la même chose pour les musulmans? Oui. Alors, il est mort en 1883, il n'a rien eu.
Et jusqu'à maintenant, on n'a pas l'équivalent d'un consistoire du côté musulman. On a des sigles de CFCM, Forif, que sais-je encore, mais une autorité religieuse, on n'en a toujours pas. Et il faut essayer de savoir pourquoi. On aurait pu l'avoir quand les contistes qui ont milité pour le projet de mosquée à Paris, à partir de 1895, tout le monde a renoncé parce qu'il y avait un tollé pour dire pas de mosquée à Paris, y compris Clémenceau, qui avait un journal qui s'appelait Le Siècle. Il a dit non, il faut laisser les musulmans se laïciser s'ils viennent ici. Seuls les contistes ont commencé par ouvrir une souscription. Ils ont commencé à collecter. Et l'un d'eux, Christian Cherfis, qui est devenu musulman, il s'appelait Abdelhak, a été président de la fraternité musulmane créée à Paris en 1907. 1907. Oui. La revendication d'une mosquée à Paris fait partie des statuts. Des statuts qui sont à la Bibliothèque nationale, pas à la préfecture de police. D'accord. Ça veut dire qu'elle avait une vocation intellectuelle. Ils envoient leur prose à l'ABN. Et c'est Christian Cherfis, en collaboration avec Paul Bourdary, qui était un ancien administrateur dans les colonies, mais qui a créé la revue Indigène. Il faisait partie des réformistes coloniaux. Il avait l'intuition que le système colonial, s'il ne se réformait pas de l'intérieur, il était voué à disparaître. Et donc, ils ont présenté un projet d'institut d'études supérieures de l'islam pour rompre avec les mœurs algériennes de la France. Les mœurs algériennes, c'est le refus d'appliquer la loi de 1905 à l'islam en Algérie, alors qu'elle est applicable en vertu de l'article 43, que beaucoup de juristes ne lisent pas. De cette même loi du 9 décembre 1905. Absolument. Ça porte sur l'Algérie. C'est un article qui est passé à 4h30 du matin, par une séance houleuse où beaucoup de gens s'opposaient. C'est ce qui fait que les musulmans, avant même l'association des ulama, l'émir Khaled, les notables, réclamaient l'application de la loi de 1905. Mais refus tout net, parce qu'on avait peur d'un culte musulman indépendant. On voulait maintenir le cordon ombilical pour nommer des imams officiels. Et Massignon a résumé le tout en disant « Nous avons refusé d'appliquer la loi de 1905 à l'islam pour maintenir cette religion sous le contrôle de la police. » D'accord. Donc c'est lui, Massignon, qui a dit ça. Oui. D'accord. Donc c'est très important, c'est très intéressant que nos téléspectateurs le savent. Le projet d'institut a été saboté par l'IOT. L'IOT qui avait un très grand projet, voilà encore un. Moi, j'essaie de publier le maximum de livres qui confortent ce gros pavé. L'IOT avait un grand projet, c'est celui d'un califat occidental. Oui. Il voulait imposer Moulay Youssef comme calife successeur des Mouahidines. Les Mouahidines étaient des califes, Amir al-Mu'minin, oui. pas sultan. Et il a dit, on va étendre au nom de l'islam... L'empire français avec un califat. Oui, mais le ministre des Affaires étrangères, ses archives sont consultables à Vincennes. On trouve la note de Delcassé à la marge. Il dit... il accuse... Mais là, c'est ça, excuse-moi de te couper, là tu renvoies toujours à l'État. Moi je veux que les musulmans, de parler de ces musulmans-là, il y a une incohérence au niveau de l'État français et il y a maintenant au niveau des musulmans. C'est-à-dire d'hier, d'accord, c'était des sujets, mais aujourd'hui ils sont devenus des citoyens. La formation des imams, la formation des aumôniers, qu'est-ce qui empêche que cela puisse se réaliser? Le refus colonial d'appliquer la loi de 1905 était justifié par le fait que les musulmans étaient des sujets, pas des citoyens. Tout à fait. Or, ils sont devenus des citoyens en 1947. Depuis 1947. Oui. Ça fait quand même... on peut retrouver le discours d'Édouard Depreux, qui est un véritable homme de gauche, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il a fait sa repentance au nom de l'État. Et il a promis que l'État ne se mêlera plus des affaires du culte musulman. Il respectera
l'Église musulmane au même titre que les autres églises. C'était en quelle année ça? 1947. 1947. Quand on a voté le statut organique de l'Algérie. Alors ici, je me permets juste une petite parenthèse. Là, on est 1947, comment il s'appelle déjà? Depreux. Édouard Depreux, voilà. Ministre de l'Intérieur du gouvernement Ramadier, voilà. Qu'on appelait Ramadan. C'est bien, j'aime bien ces jeux de mots. Non, parce qu'il était ministre du ravitaillement, oui. Et il y avait des pénuries. D'accord. Donc les députés là, qui ont remis à la buvette, ils l'appellent Ramadiette. D'accord. Et ceux qui avaient été au Maghreb l'appelaient Ramadan. Alors, on est en 1947, le ministre de l'Intérieur, Depreux, déclare que nous, l'État, en tant que représentant de l'État français, il dit que c'est regrettable que la loi du 9 décembre 1905 pour la séparation des églises et de l'État n'ait pas été appliquée à l'islam alors qu'elle devrait l'être, puisque tu dis l'article 43 de cette loi. Et décret de 1907 d'application. Voilà, plus le décret de 1907 de son application, même y compris au territoire algérien qui étaient des territoires français. Hein. C'est pareil, comme on disait à l'époque, la Méditerranée sépare les 3 départements français d'outre-mer, comme la Seine sépare Paris en 2. Donc, alors, on arrive au 16 février 2023. On a le ministre de l'Intérieur qui prend la parole et après lui le chef de l'État pour dire je mets fin aux activités d'une organisation. La presse a résumé en disant dissolution du CFCM. Oui, alors prenons ce qu'a dit la presse. Il n'y a pas eu de démenti de la part des services de presse de la présidence. Prenons cette dissolution. On a le discours, le président a pas. Voilà, a utilisé quand même un terme de mettre fin quand même. Oui. Alors, toi, l'historien, c'est là pour nos téléspectateurs, qui aimeraient comprendre. Ça bloque quoi? Pour vous déjà, pour toi, c'est en tant qu'historien, entendre ça de la bouche du président, mettre fin aux activités d'une organisation cultuelle, la séparation des églises et de l'État, ici, Oui, mais le même président, dans son discours de Mulhouse, il nous a dit qu'il met fin aux activités de l'ELCO et des détachements d'imams. D'accord. L'ELCO, je ne sais pas où on en est, mais la Grande Mosquée continue. L'enseignement des langues d'origine. Oui. ELCO. Oui. Ça veut dire que ça doit être remplacé par un enseignement conséquent de la langue arabe. Oui. Par l'État laïque. On attend de voir. D'accord. On m'a dit, le CAPES était suspendu ces dernières années. Je ne sais pas si ça continue. Mais pour les imams, la Grande Mosquée de Paris continue à faire venir des imams d'Algérie. Donc ça veut dire que les demandes du président de la République ne sont pas suivies d'effet instantanément. Mais sur le plan symbolique, toi qui es l'historien, dans 50 ans, nos enfants, les enfants de nos enfants vont travailler sur l'histoire de l'islam de France, ils vont ouvrir les archives, ils vont trouver que les archives sont ouvertes. Les archives sont ouvertes. Eux, en tant que chercheurs, ils vont consulter, ils vont consulter les archives, ils trouveront que le 16 février 2023, un certain président de la République, Emmanuel Macron, avait déclaré ceci et cela. Alors, la lueur d'espoir serait peut-être ce qui s'est passé le lendemain ou le surlendemain, le 19 février, avec la réunion du CFCM. Tu as quelque chose à nous dire ? Le CFCM s'est réuni, il a consulté des spécialistes, des juristes, ils ont dit que le CFCM, créé par un précédent ministre de l'Intérieur, déclaré à la préfecture, n'ayant pas de fiche S, le mot dissolution aurait été recevable si on met le CFCM dans le même lot que les 30 mosquées qu'on a fermées, parce qu'on a trouvé le mot djihad dans la table des matières d'un livre que personne n'a lu. D'accord. Mais là, Moussaoui, c'est un musulman instruit, républicain, qui a rencontré le président. Tout à fait. Donc, il n'est pas question de fiche S. Donc, donc là, en dépit
de la déclaration du président, de la cessation ou la mise en fin des activités, le Conseil français du culte musulman, là on n'est pas pour ou contre, c'est autre chose. On est pour l'histoire. Il dit qu'il va continuer à travailler. On a l'air étonné à cause du malentendu qui dure depuis toujours. C'est que les gens qui sont reçus par les préfets, puis le bureau central des cultes, l'Élysée, eux-mêmes s'autoproclament représentants, sinon des musulmans, du moins du culte musulman. Or, il y a un progrès de vocabulaire dans le discours de Macron, quand même. Il n'y a pas que du négatif. Et il dit que ce sont des interlocuteurs musulmans de l'État. D'accord. Donc, ce n'est pas des représentants. D'accord. L'État, il est souverain, il choisit les interlocuteurs qui oui, conviennent bien entendu, tout à fait. aux besoins il a tout un dialogue entre l'islam et l'État est souhaitable. Absolument. Parce qu'on a vécu des périodes de rupture où on ne savait pas à qui s'adresser. Donc il y a un progrès de ce côté-là. Mais moi, j'ai refusé de me solidariser avec des grands sociologues à l'époque qui connaissent la laïcité mieux que moi et qui ont critiqué Sarkozy pour dire c'est une violation de la laïcité. Et même Lustiger. Lustiger a dit Sarkozy est en train de faire de l'islam la religion d'État. Parce que Sarkozy médiatisait des imams montaient là-bas, il leur donnait son portable, etc. Il était en pleine campagne électorale, ça se comprend. Et puis les mosquées, ça attire du monde, beaucoup plus que les associations financées par le RPR à l'époque, d'immigrés. Bon. Moi, j'ai dit, l'État est à l'origine de ce qu'on appelle l'islam consulaire. Dans les années 80, c'est le pouvoir socialiste qui a confié la gestion du culte musulman à des États musulmans. Dans aucun n'est laïque et encore moins démocratique. Maintenant, on est contre l'islam. Seuls les musulmans, quel que soit leur savoir-faire, leur plaidoyer, n'ont pas le pouvoir de mettre fin à l'islam consulaire. Seul l'État peut le faire. Donc moi, je suis pour un interventionnisme positif. Oui. S'il promet d'être le dernier. C'est-à-dire, il met fin aux islams consulaires pour confier le culte musulman aux musulmans de France. Aux musulmans de France, eux-mêmes ne peuvent pas le faire. D'accord. Bon. D'accord. Maintenant, moi, je ne suis pas devin. Est-ce que le Forif va être cette dernière tentative souhaitable Alors, on m'a dit que dans le Forif, il y a 150 personnes qui ne se connaissent pas. Alors, déjà, les 15 membres du bureau du CFCM, en 20 ans, ils ne s'entendaient pas. Alors, je ne vois pas comment, par quelle opération du Saint-Esprit, 150, quels que soient les bons conseils du bureau central des cultes, de l'administration. Donc, moi, je me régis pas à chaud. Bien entendu, c'est pour ça que mon retour dans l'histoire, la perspective historique, c'est d'avoir des éléments qui permettent de se faire une opinion par analogie, le qiyas, comme on l'appelle dans le fiqh. D'accord. Donc on reste dans l'histoire. J'ai cru comprendre qu'il y a quand même un point positif du côté de la formation des aumôniers. Qu'est-ce qui non, fait... il n'y a pas de formation. Ou bien au niveau de l'organisation des aumôniers. Là, c'est une dérive qui a conduit à parler de formation d'imams, d'aumôniers, etc. Avant, on parlait d'enseignement de l'islam. D'accord. L'institut présenté par Bourdari et Cherfis s'appelait Institut d'études supérieures sur l'islam, qui voulait rompre avec les mœurs algériennes de la France. D'accord. Et ça a été saboté par l'IOT, qui a dit un institut, c'est dangereux, parce que ça risque d'ouvrir l'esprit des jeunes musulmans. Une mosquée, on peut la tolérer parce qu'il est facile de la faire surveiller par la police. Et ces deux demi-phrases résument un siècle de politique musulmane. Bon. Mais au lieu de rompre avec les mœurs algériennes, on a importé en plein quartier latin les mœurs algériennes contraires à la laïcité. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, les imams en Algérie étaient nommés par un bureau, on appelait ça les agréments, entre guillemets. C'était un euphémisme. C'est l'administration des affaires indigènes qui nommait les imams. Or, cette clause a été introduite dans les statuts de la première société des Habous.
Il y avait les membres fondateurs, nommés par Lyautey pour le Maroc, gouvernement général en Algérie, mais tout nouveau membre devait être agréé par une des résidences de Tunis ou de Rabat ou le gouvernement général. Donc la société Tihabous, elle fonctionnait comme les cultuels d'Algérie. Je passe les détails. Le Had Sadouk, qui était au gouvernement général, m'a parlé de Cheikh Ben Zekri, qui était un saint homme, mais qui était consulté par le gouvernement. Alors il y avait la cultuelle d'Alger, créée en 1907, et on a demandé... La cultuelle, à l'époque, ça serait quoi aujourd'hui? On a commencé à appliquer la loi de 1905 en confiant les mosquées, la gestion des mosquées, à des cultuels régis par la loi de 1905, et non la loi de 1901. Et ces cultuels, c'était qui? C'était le Had Sadouk m'a dit, Cheikh Ben Zekri, qui était de Fort National ou de Michelet, il m'a dit il a choisi tous les chauffeurs de taxi alcooliques depuis El Harraj jusqu'à Cheragar, et il les a mis dans la cultuelle, parce qu'il les connaissait. D'accord. Alors que c'est des alcooliques. Oui, c'était même pas des pratiquants. Non. Oui. C'était par... Et puis, ça n'a pas choqué l'administration des affaires indigènes. On envoyait des alcooliques au pèlerinage qui arrêtaient de boire 40 jours avant pour faire des rapports sur les pèlerins pratiquants. C'est une politique anti-républicaine. C'est-à-dire, ça consiste à suspecter tout musulman pratiquant, alors, quelle que soit sa modération par ailleurs. C'est pour dire que le projet de Cherfis, etc., a été mis en échec. C'est le contraire qui s'est passé. On a institué le système colonial au quartier latin, la mosquée de Paris. Alors, et ensuite, on a récidivé après 1947, puisqu'on a considéré que maintenant que les musulmans sont des citoyens, on va daigner leur appliquer la laïcité républicaine. Il y a eu des pourparlers, commencé par Châtaigneau, le gouverneur libéral, qui a chargé le Cheikh Taïb El-Oqbi à l'époque. Or, dès qu'il s'agit d'appliquer la loi de 1905 à l'islam, on passe aux inventaires. Les inventaires concernant l'Église catholique, c'est les biens d'Église que l'État a confisqués. Les inventaires en Algérie, c'est l'inventaire des biens habous confisqués que l'État était tenu de restituer à un conseil supérieur islamique élu par les fidèles. Et on s'est mis d'accord pour financer une université musulmane qui enseigne la théologie, etc., avec l'argent public, à titre d'indemnisation forfaitaire perpétuelle des habous qu'on ne pouvait pas restituer sous forme d'immeubles, de fermes, etc. Et on s'est mis d'accord là-dessus. Université musulmane, c'est dans les textes de l'époque. Alors jusqu'à maintenant, on ne l'a pas. D'accord. Moi, si je t'entends... À l'époque, ce n'était pas formation des aumôniers, cette casuistique, c'est enseignement de l'islam rénové, qui soit à la hauteur de la Qarawin, de la Zitouna, de ce qui se passe en Malaisie, au Pakistan. Après, des gens se spécialisent comme imams, comme cadres religieux. Or, il y a eu, depuis qu'on a relancé l'organisation de l'islam en France, en 1977, ça fait quand même 46 ans, ça fait un demi-siècle. C'est la Commission nationale des Français musulmans, créée par le gouvernement Raymond Barre, et dans laquelle il y avait notamment le regretté Ali Merrat, qui était prof, directeur de chef de département à Lyon 2 ou 3. Il y avait Barakrouk Abdelkader, qui était secrétaire d'État à l'Algérie en 1957, et Mohamed Sadaq Ourabah, un préfet qui a atterri au Conseil d'État. Et Ourabah, ce n'était pas n'importe qui, c'est celui qui a instruit la plainte de Si Ahmed Ben Rabrit contre Guy Mollet et Hamza Boubakr. Et il a eu gain de cause auprès du tribunal administratif du Conseil d'État. Non, c'est pour dire qu'on suit l'ordre chronologique. Oui. On a la promesse de Despreux, la promesse d'une université musulmane, mais en 1957, on revient 50 ans en arrière, quand Guy Mollet a imposé Si Hamza Boubakr à la mosquée. Et ça a été condamné par la justice administrative. Moyennant quoi, le bénéficiaire de cet interventionnisme un peu cavalier est resté pendant 25 ans. En réalité, ce n'est pas le droit qui fonde les relations de l'État laïque à l'islam, c'est des considérations de raison d'État. D'accord. Le système colonial est resté
jusqu'en 1982 à la mosquée de Paris, date du départ de Hamza Boubakar. Après, on a l'Algérie. D'accord. Ça fait 40 ans que l'Algérie est à la mosquée de Paris, ça mérite un livre pour faire le bilan de ces 40 années de gestion consulaire de la mosquée de Paris. Et moi, avant de commencer, j'ai un manuscrit, mais la première question à poser, l'Algérie a une 50aine d'universités et plusieurs instituts d'études islamiques avec des islamologues de renommée internationale. Question, pourquoi aucun parmi ces islamologues n'a jamais été détaché à l'Institut de la mosquée, où on continue de confier l'enseignement à des imams détachés arabophones unilingues, dont certains n'ont même pas le bac. D'accord. C'est-à-dire là, nos téléspectateurs, nous avons des jeunes. Nous avons une partie de ceux qui nous suivent, qui regarderont cette émission, sont des Français. Des parents qui viennent de différentes origines. Ils aimeraient espérer dans les lendemains. Je sais bien que ce n'est pas un historien qu'on s'adressera pour nous parler de lendemain, mais aujourd'hui, quels sont les appuis ? Quels sont les appuis sur lesquels ces jeunes-là peuvent s'appuyer sur le plan juridique, sur le plan historique, sur le plan politique pour assurer une meilleure présence musulmane quand même en France, que ce soit sur le plan de la formation, que ce soit la représentativité. Oui, alors revisiter donc l'histoire, ça conduit, si on va jusqu'au bout, on identifie les causes des échecs, parce que mon livre est un recensement d'occasions manquées. C'est très désagréable. D'accord. Oui. Toi, par exemple, justement, dans ton livre, bien entendu, il y a 600 pages, on l'a dit, c'est important. Un jeune qui aimerait trouver des points d'appui, des ressorts ici pour lui redonner, le décomplexer déjà par rapport à sa francité et son islamité, et aussi aller de l'avant pour l'avenir. Alors, une des raisons des tentatives qui n'aboutissent pas, c'est que ça a été fait dans un tête-à-tête entre une administration des cultes qui veut vraiment avancer. J'ai connu la plupart des responsables du bureau central des cultes, les conseillers membres du cabinet, etc., et les musulmans qui choisissent. Or, c'est un tête-à-tête entre ces deux entités. Et tout s'est fait dans l'absence totale d'une opinion musulmane qui existe, qui est vigilante, qui a son mot à dire, mais vu l'ambiance, la suspicion, la peur, l'opinion n'intervient pas, mais elle n'en pense pas moins. Donc, elle n'intervient pas, mais elle n'en pense pas moins. Oui, il suffit d'aller dans l'après-messe de la mosquée de Paris, où j'ai appris beaucoup de choses depuis que je suis en France. Moi, je prie à la mosquée de Paris. Et je m'arrangeais pour ne pas travailler le vendredi entre le Salat al-Jumu'ah et le Asr, des choses très intéressantes qu'on ne trouve pas dans les universités. Et il suffit d'écouter une fois pour savoir que dans l'après-messe musulmane, il y a une opinion très vigilante et qui demande à être bien informée. Et il faut tenir compte de cette opinion, et moi j'apporte des arguments historiques pour que cette opinion argumente à son tour, qu'elle arrive à vaincre la peur. L'islam, c'est la religion de tous. C'est une religion autogestionnaire, on n'a pas de clergé. Les représentants qui veulent parler au nom des musulmans à leur insu, en se méfiant d'eux, ça commence à bien faire. Donc il faut ouvrir... Moi, je me souviens, j'ai gardé très peu de coupures de presse, sauf 2 pages de Sarkozy dans Le Parisien, pour répondre à ses détracteurs, à la création du CFCM. Il dit, voilà, le CFCM est créé, maintenant les musulmans se débrouillent, et je souhaite que le CFCM ouvre un débat entre musulmans. 20 ans après, on n'a pas de débat islamo-musulman. Et les gens qui se disent amis de Sarkozy continuent à lui offrir des couscous parties dans les grandes mosquées, c'est les premiers à se méfier du débat. Donc il y a bien un problème islamo-musulman dans cette organisation de l'islam. Absolument. Cette organisation n'est pas que négative, puisqu'il y a 2 ministres qui sortent du lot, c'est Jean-Pierre Chevènement et Dominique de Villepin. Jean-Pierre Chevènement a présenté un projet d'école des hautes études de l'islam.
il a été combattu par ce qu'on appelait la bande des quatre de l'époque, c'est-à-dire la FNMF, l'UOIF, le Mosquée de Paris. Le Tablir, ils n'ont pas branché. Parce que le Tablir, c'est le quatrième élément de la bande des quatre. Ils ont tous protesté. Le directeur du bureau central des cultes m'a montré une encyclique de 12 pages de Dalil Boubacar qui lui dit, manuscrite, vous êtes en train de violer la laïcité, c'est les mosquées qui doivent enseigner l'islam. Et est-ce qu'ils ne le feront jamais? Non. Est-ce qu'elles ne l'ont jamais fait? Dalil, il acceptait le débat. C'est quelqu'un qui a grandi ici. Oui. C'est pas comme les primo-arrivants qui viennent avec une culture de parti unique. Je lui dis, non. C'est la mosquée qui a refusé le plan Dumas de 1992, quand Dumas était ministre des Affaires étrangères. Il a proposé 20 millions, budget de 20 millions de francs, c'est équivalent de 3 millions d'euros, pour un institut musulman de France, basé à la mosquée, mais indépendant de la société des Habous. Il a repris le plan Merad de 80. Merad a dit, l'islam doit s'organiser autour de la mosquée de Paris, mais réformée, ouverte aux musulmans, mais en séparant l'institut de la mosquée. Eh bien, c'est la famille Boubacar qui l'a refusé. Hamza vivait encore, il a dit, pas question. Surtout qu'il y avait, ils ont cité Berk, Arkoun, Merad, Kellouz, Dalil, à l'époque, il ne pouvait pas. Il peut aller suivre leur cours à l'époque, il aurait pu. Il ne peut pas débattre avec des poids lourds comme ça. Mais il faut reconnaître que Dalil s'est amélioré en lisant l'œuvre de son père, qui est excellente. Hamza Boubacar qui était contesté en tant que recteur, mais il a un livre de théologie excellent, traité moderne de théologie. Oui, tout à fait. Et la traduction du Coran. Une traduction du Coran. Donc Dalil, comme il est resté 28 ans, les 15 dernières années, il s'est donné la peine de lire son père. Par exemple, Dalil a commencé par refuser la khotba en français. D'accord. Il a dit, rien n'oblige. Mais maintenant, le français est massacré le vendredi à la Grande Mosquée par un imam. Je dirais, vaut mieux un français, un prêche avec un français massacré qu'un prêche sans français du tout. Parce qu'une mosquée comme la mosquée de Paris, il était temps qu'ils s'y mettent aux Français dans les prêches du vendredi. On est quand même avec un nombre de fidèles dans la proportion qui est francophone et ne comprend pas l'arabe est très importante. Mais moi je suis pour que les jeunes apprennent l'arabe. Parce qu'il y a la sonorité. Moi j'ai un souvenir personnel. Moi j'étais à l'émission islamique, qui est devenue islamique entre guillemets maintenant, à partir de 83. Oui. Comme j'étais invité dans les villes de province, j'ai rencontré il y a des musulmanes qui me disent « Ma mère ne comprend pas un seul mot de français, mais elle se réveille pour écouter ton préambule en arabe. » Et moi, je mettais des préambules prolongés. On est dans les émotions. Moi, je pense qu'on est dans les émotions. On est dans le sentimental. Le prêche du vendredi, c'est pour comprendre le prêche. C'est pas pour entendre une sonorité d'une langue, etc. C'est vrai. Des fois, il y a des imams qui massacrent le français. Oui. C'est un manque de respect pour la langue française. Je suis tout à fait d'accord. Ils doivent apprendre. J'ai ouvert cette parenthèse. Les imams doivent apprendre le français. C'est une obligation. Pour moi, c'est une obligation pour faire leur prêche en langue française. Les imams, l'Institut Al-Ghazali a fonctionné pendant 20 ans, donc il y a des centaines de diplômés. Il y en a combien qui ont été recrutés par la mosquée de Paris? 0. C'est la mosquée de Paris qui continue à importer des imams arabophones unilingues qui sont obligés de repartir au bout de 4 ans. On consacrera, c'est un sujet très très important, la formation des imams, le statut des imams, le profil des imams, le rôle des imams, la place des imams en France, c'est très important. Moi-même, je suis imam depuis 36 ans. En France, ça fait quand même presque 4 décennies maintenant, et je sais ce que c'est important. Je reviens à ton livre, c'est Sadr Selam, La France et ses musulmans, un siècle de politique musulmane. Est-ce qu'il y a un conseil pour sa lecture? On le commence de la préface jusqu'à la conclusion, où il y a des chapitres qui vont donner envie pour quelqu'un qui n'est pas rompu à ces lectures de gros des livres aussi importants. L'éditeur allait
retirer l'index, j'ai insisté pour qu'il y ait un index. D'accord. L'index permet de... Il y a un index qui fait 15 pages, permet d'aller consulter... Donc on peut aborder le livre à travers les index qui est par ordre alphabétique des noms des personnes qui sont citées. Il y en a qui sont cités sur 4-5 lignes. D'accord, d'accord. Massignon, Hamza Boubakr, Malik Ben... Pourquoi j'ai cité Malik Ben Nabi? Malik Ben Nabi, il était à l'association des étudiants musulmans nord-africains en France, qui était à la rue Rollin. Oui. La rue Rollin, elle donne sur la rue Monge, avant d'être... Donc il connaissait la mosquée depuis 1930. Et quand il y avait des plaintes des ambassadeurs maghrébins au Quai d'Orsay contre Boubacar, il y a des gens qui venaient consulter Malik Ben Nabi, j'étais dans son bureau. Il y avait la Louénie, je me souviens. Oui, mais là on n'a pas le temps de parler de Malik Ben Nabi, on parle de ton livre. Non, Malik Ben Nabi, on parle de ton livre. Malik Ben Nabi a dit la mosquée de Paris peut et doit être gérée par les musulmans de Paris. De Paris. Ni le Maroc, ni l'Algérie, ni la Tunisie. Absolument. Il a dit, de mon temps, on pouvait la gérer. C'était en quelle année? C'était en 71. Voilà. Donc, nos téléspectateurs se rendent compte, en 1971, il y avait un grand intellectuel, un grand écrivain français, musulman, qui connaît très très bien la France pour y avoir grandi en Algérie, qui disait que normalement, la mosquée de Paris, comme toutes les autres mosquées, doivent être gérées par des musulmans de France. Et sur ce, je remercie... Il y a un dernier point. Il y a un passage sur le Afrani et Abdou à Paris. Donc, j'ai retrouvé l'adresse 6 rue Martel. Les musulmans doivent aller prier pour ces deux grands réformateurs. Et je rappelle que quand Renan a attaqué les musulmans et l'islam, Afrani lui a répondu par une argumentation qui a fasciné Renan. Oui. Donc les gens qui se précipitent maintenant pour porter plainte à chaque fois qu'ils sont en désaccord avec un auteur, s'ils avaient la culture d'Afrani, qui connaissait 8 langues et qui était un grand théologien, ils n'auraient pas eu comme réflexe de menacer de porter plainte. Il faut débattre. Même quand on est en désaccord, même avec un islamophobe, d'abord, il faut ouvrir un dialogue avec lui. Or, nous, les représentants de l'islam, malgré eux, n'ont pas la culture du débat. Donc voilà, donc on revient à cette fin. Sadr Selam, c'était un plaisir de parler de l'histoire de la politique musulmane de la France, en espérant t'inviter d'autres fois pour parler de sujets plus pointus. Nous parlerons des mosquées, c'est un sujet très important. Les mosquées en France, le rôle de ces mosquées, le statut de ces mosquées, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, les imams. Sur ce, je vous souhaite, Inch'Allah Ta'ala, d'agréables moments et je vous donne rendez-vous à un autre épisode où nous parlerons de l'islam d'hier et d'aujourd'hui. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.